Salut, moi c'est Guillaume, ton hôte. Je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. T'as la braguette ouverte. Je suis spécialiste des braguettes ouvertes. J'espère que je l'ai en son, ça. Oui, t'étais enregistré, j'ai le droit de le garder ou pas? Bah si tu veux. Merci. Ah là là, la honte. Enfin non, pas la honte. Ah bah non, ça... non, pas la honte. Nous avons fait en effet une petite pause pipi car nous revenons de 3 épisodes. Oui. Aurélien, bienvenue chez moi. Non, c'est Merci. faux. Oui. On le sait, tu es le bienvenu depuis le début. On a enregistré plusieurs épisodes. Tu es proctologue spécialisé dans la santé sexuelle anale. J'essaie de me mettre en condition. Je suis un auditeur. Je n'ai pas écouté les précédents épisodes. Quelles sont les informations clés avec lesquelles j'ai envie de commencer cet épisode? Il n'est pas nécessaire d'écouter les épisodes précédents, mais si on avait envie, on a fait un super épisode sur les hémorroïdes. Ouais. On a fait 2 épisodes chouettes sur la sodomie. La première partie, c'est « J'ai mal, comment je fais ?» et t'as donné... Tous égaux devant la sodo. Pas tous égaux devant la sodo. Et la deuxième partie, sodomie, c'était plus sur les dangers. Ouais. Et les lavements. Merci. Et les lavements. Là, nous allons parler de fissures. J'ai annoncé dans l'épisode précédent que nous allons parler de HPV. Eh bien, c'était un mensonge. J'ai menti parce que nous allons parler de HPV dans le prochain épisode. Je voulais commencer par la fissure parce que j'ai reçu beaucoup de questions sur la fissure. Je veux le prioriser. Le HPV, ça sera au prochain épisode. Écoute, plein de questions et moi-même, je ne sais pas ce que c'est. J'ai toujours pas compris ce que c'était parce que j'ai pas eu le problème et que je n'ai jamais posé vraiment la question à un professionnel avant toi. Plusieurs auditeurs m'ont écrit pour me dire que l'épisode de Pierre sur la fissure anale avait été une révélation. Et j'en ai été très étonné. C'est l'épisode novembre 2023, si les gens veulent l'écouter, veulent se le noter pour plus tard. Le titre, c'est « Bloqué dans le rôle du passif », entre parenthèses, avec une fissure anale. Et en fait, j'ai demandé à un auditeur de me dire mais en quoi c'était une révélation. Et il m'a dit que il a découvert la possibilité d'une chirurgie dont il n'était pas au courant, et on va en parler juste après. On va commencer sur ce sujet fissure de dire ce que c'est, comment on peut s'en protéger, le danger et l'impact sur sa vie sexuelle, et comment ça se soigne. Et est-ce que tu peux commencer, Aurélien, par me dire ce que c'est une fucking fissure? Ouais. Et dans les épisodes précédents, on avait de cesse de confondre avec des hémorroïdes, etc. Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est vrai que souvent, on pense qu'on a des hémorroïdes et c'est une fissure. Donc la fissure, c'est une déchirure de la peau qui se fait au niveau de l'anus, vraiment à la jonction entre la partie intérieure et la partie extérieure de l'anus, et quasiment tout le temps au même endroit, en arrière, un peu dans l'axe de l'arrêt des fesses, ou ça peut être au-dessus, en avant, mais dans l'axe, quoi. C'est jamais latéral. Au-dessus, c'est-à-dire... Dans l'axe. Alors attends, là... Dans l'axe du dos, de l'arrêt des fesses, tu vois. Ok. Jamais à droite ou à gauche. Donc mon anus étant comme un donut, Oui. c'est en haut du donut. Ou en bas, ouais. Ou en bas, Mais d'accord. jamais à Et dans droite. l'arrêt de Ouais. l'arrêt. Voilà, exactement. C'est vertical. Oui. C'est ça ressemble à quoi, une fissure? Bah, ça fait une petite plaie, quoi. Une petite fente toute fine. On dit, nous, un peu en raquette, parce qu'elle a un côté légèrement arrondi et un côté un peu pointu en dedans. En raquette de ping-pong. Oui. Oui. Tu fais du tennis, De- du ping-pong, non? Non, je sais pas de... C'est non. Bon, je sais pas pourquoi on dit en raquette, de toute façon on dit toujours des comparaisons un peu, mais bon, elle a un petit côté arrondi et un côté plus pointu de l'autre côté, en dedans, et elle peut être... souvent les fissures les plus douloureuses sont des fissures qui sont toutes fines, donc qui sont même dures à voir en fait. Il faut vraiment beaucoup écarter sans rentrer pour arriver à la révéler. Elle est coincée dans les petits plis de l'anus. Ok. Et souvent celle-ci c'est les plus dures. Et dans ces cas-là, c'est souvent associé à une hypercontraction du sphincter, c'est-à-dire du muscle annulaire de l'anus. Ça va avec, ça participe à la douleur.
Après, il y a des formes, des fois un peu plus chroniques où ça commence à faire un peu moins mal, la fissure un petit peu plus large. Et aussi, il peut y avoir volontiers une petite boursouflure au-delà de la fissure, c'est-à-dire plutôt à l'extérieur. Donc c'est ça qu'on va voir. On croit que c'est une marisque, que c'est une hémorroïde, c'est une petite boule douloureuse. Mais en fait, si on soulève et qu'on écarte un petit peu cette petite boule, on découvre la fissure en dessous. C'est pour ça que c'est piégeux, parce que on a une petite boule qui fait mal, on appuie dessus, ça fait mal, on pense que c'est une hémorroïde. Et peut-être le médecin traitant, l'urgentiste aussi, qui s'il n'a pas trop l'habitude, il peut aussi penser que c'est une hémorroïde. Oui. Mais c'est une fissure. Ok. Comment ça s'attrape, entre guillemets? Ben, classiquement, on dit, enfin, c'est pas toujours comme ça, mais en théorie, c'est une crotte un peu dure qui déchire en passant, en gros, hein, pour Ah bon? simplifier. Ok. C'est plutôt une pathologie de la constipation. Mais après, on peut imaginer aussi que ça peut faire le même effet lors d'une pénétration. Si le démarrage est un peu trop rapide, que c'est pas très lubrifié, tout ça, Ok. ça peut tout à fait expliquer. Donc, à ma question, comment s'en protéger? Épisode précédent. Ouais, bah c'est effectivement de pas être constipé, quoi, avant tout. Et après, effectivement, le problème, c'est souvent le problème dans la fissure, c'est que il y a un peu un côté chronique, ou alors soit chronique en continu, c'est-à-dire ça s'améliore jamais, ou souvent en fait récidivant, mais ce qui donne un peu le même effet, c'est-à-dire ça va mieux, ça se réouvre, ça se referme, ça se réouvre, et en fait souvent le problème, et donc là après on sait plus si c'est, peut-être au départ c'était une grosse crotte, mais ensuite s'il y a la sexualité, la sodomie qui se met par là, enfin il y a plusieurs facteurs qui font que ça va entretenir, revenir. Et le vrai problème de la fissure, c'est que parce qu'une fissure en soi, des fois, tout le monde peut expérimenter même lors de la défécation une douleur. Une fois, on sent que c'était un peu gros cette crotte-là, en passant, ça fait un peu mal et puis ça cicatrise tout seul. Donc, le plus souvent, ça cicatrise tout seul. Mais quelquefois, ça cicatrise pas ou ça finit par cicatriser, mais ça reste fragile. C'est bien le problème. Souvent, il reste une fragilité derrière qui fait que ça va se réouvrir si on n'est pas assez patient, si on fait pas ce qu'il faut faire, on va en parler, quoi. Ok. Et c'est parce que c'est l'endroit de l'anus un peu humide, machin, qui rend la cicatrisation galère? C'est une zone qui anatomiquement a une faiblesse déjà il y a la terminaison de 2 secteurs de vascularisation, donc c'est le bout des petits vaisseaux sanguins qui viennent irriguer cette zone, donc c'est déjà pour ça que c'est un peu plus fragile, que ça cicatrise un peu moins. Et après, c'est le muscle qui se contracte aussi autour, qui fait que ça tire sur la fissure et ça gêne sa cicatrisation. Ok. Alex nous envoie un message. Bonsoir Guillaume, d'abord merci pour ton aide, je suis passif et on vient de me diagnostiquer une fissure. Contrôle dans 2 mois pour voir si la chirurgie est nécessaire. Je suis très soucieux pour ma sexualité et je me demande si je pourrais retrouver des rapports anaux comme avant. Ouais, et ben donc j'ai l'impression que c'est bien la prise en charge qu'il a reçue, c'est-à-dire dans la grande majorité des cas, j'ai peur de dire une bêtise, mais disons un ordre de grandeur, c'est 95% des cas, il n'y a pas besoin de chirurgie. Donc il faut, alors des fois il y en a besoin, on va en parler, mais la chirurgie peut aussi des fois entraîner un anus un peu cicatriciel qui peut avoir des conséquences, donc c'est bien de ne pas se précipiter trop sur la chirurgie. Des fois on est demandeur, un peu on a l'impression que c'est la solution miracle. On va en parler aussi c'était un peu les propos de l'auditeur de Pierre. Mais lui, ça a marché. Des fois, il faut. Hein. Le témoignage. Oui, témoignage de Pierre. Mais là, on commence hors chirurgie. Oui, pardon, oui. Non, t'inquiète. Et donc, dans une grande majorité des cas, voilà. Pas besoin de chirurgie. On fait quoi face à une fissure? Eh bien, on prend des laxatifs avant tout. Même si on ne se sent pas constipé, il faut avoir des selles qui soient plus souples, plus petites, etc. Dans l'idée de ne pas écarter l'anus et de ne pas ouvrir la fissure. Et on fait ça, alors des fois la fissure est tellement enfouie par le fait que l'anus se serre autour et ça l'allonge un peu qu'on peut pas accéder, mais si on peut accéder à la fissure, on met une petite pommade dessus qui cicatrise, si on arrive à le faire sans douleur. On peut ou pas, ça dépend des fois des médecins, ça dépend comment ça se présente, mais on peut rajouter une autre crème qui va décontracter le muscle de l'anus pour qu'il soit moins tendu, et on peut prendre des antidouleurs. Et du coup c'est bien ensuite parce que souvent ça marche bien et donc on arrête la sodomie. Ça c'est vrai que c'est des fois plus ou moins facile pour les gens de dire d'accepter ça, mais il faut qu'il y ait vraiment un repos anal dans le même temps si on veut après pouvoir
espérer que ça cicatrise bien et reprendre, il faut savoir faire l'arrêt quand il faut, quoi. Et il faut se donner du temps. Et effectivement, on se donne souvent 2 mois, c'est-à-dire laxatif pendant 2 mois, pommade pendant 2 mois, etc. Parce que même si des fois ça va mieux rapidement, ça reste fragile un petit moment. Un auditeur m'a parlé d'une crème magique. Alors, Tu sais à quoi il fait référence? Il m'a pas donné de marque. Le plus probable, c'est il y a des crèmes qu'on donne souvent qu'en deuxième intention, qui relaxent l'anus. Et en fait, jusqu'à il y a 1 an, il y en avait une seule qui était commercialisée, qui était très chère, qui donnait mal à la tête, donc on l'utilisait peu. C'est ça qui me disait. Le rectogésique. Et maintenant, il y a une deuxième crème, c'est une autre substance, mais c'est le même effet, qui s'appelle Nifexine, qui est remboursée et qui est mieux tolérée et qui fonctionne bien. Donc on la donne plus souvent, même en première. Moi, souvent avant, je la donnais au bout de 2 mois si échec, ou maintenant, des fois, si c'est très contracté, ça dépend un peu comment ça se présente, je la donne d'emblée, effectivement, ça marche bien. Et tu m'invites à rappeler que, avant tout, je dois aller me faire diagnostiquer parce que je peux, moi, en autodiagnostic, confondre. Bon, déjà, ces crèmes, elles sont sur ordonnance, mais aussi, j'ai tout intérêt à m'assurer que c'est vraiment une fissure, surtout que tu as parlé là bien ça peut être petit, etc. Donc, je vais chez le proctologue. Ryan, je pense qu'on vient de répondre à sa question. Bonjour Guillaume, j'ai des questions sur les fissures anales. Comment les soigner définitivement? J'utilise des crèmes qui soulagent, mais dès lors d'un rapport sexuel, mes fissures refont mal. Ouais. Et tu viens de répondre, faut arrêter. Oui. Faut arrêter parce que sinon ça se réouvre. C'est ça, c'est peut-être qu'il a été trop pressé, entre guillemets. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut prendre plus de temps. Et c'est vrai, alors il y a des fois des patients, par exemple, qui restent dépendants. Enfin, il y en a qui n'arrivent pas trop à s'en sortir, c'est-à-dire même en prenant ses précautions, en attendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, ils restent dépendants des laxatifs. Dès qu'ils reprennent la sodomie, ça recommence. Et soit c'est vraiment, en fait, c'est une forme chronique et l'aspect un peu de la fissure va nous aider. Et à ce moment-là, il faut envisager la chirurgie, on va en parler. Soit des fois, il faut juste prendre plus de temps encore. Ça peut paraître long, mais des fois, c'est des mois et puis ça finit par aller mieux. Et après, moi aussi, l'impression que j'ai, c'est que régulièrement, quand ça devient un peu comme ça chronique, c'est que ça s'intrique avec ma fameuse anodysparonie dont on a parlé précédemment, c'est-à-dire une problématique de douleur dans la sexualité qui peut être sans fissure, mais où on a tendance à avoir trop de une hypersensibilité, un excès de sensation de la surface de la muqueuse, où on peut avoir un anus qui se contracte trop. Souvent, dans ces cas-là, en fait, on avait déjà une sexualité qui n'était pas évidente avant, et puis ça s'aggrave, et ça s'intrigue. Et à ce moment-là, il faut avoir une prise en charge un peu plus globale. Ah ouais, donc elle se combine. Ouais, et donc ça, il faut écouter l'épisode 2. En tout cas, la deuxième partie de notre échange sur comment faire quand la sodomie fait mal. On parle anodysparonie. Anodysparonie. En vrai, ça ferait un super... je joue aux jeux vidéo. Ouais. Et en nom de personnage, trop stylé. On me demandait de nommer mon personnage. J'y penserai. Merci. Mathéo va nous faire le lien avec la chirurgie. Parce qu'il demande « Hello, au début de ma sexualité, je pouvais être passif sans souci en prenant du plaisir. Depuis une fissure, j'ai beaucoup de mal et même si je prends du plaisir avec les doigts quand c'est bien fait, je ressens toujours une grosse gêne. La sodomie est possible que selon certaines positions. Est-ce normal ?» Moi, d'abord, je commence par dire à Mathéo, c'est pas moi le médecin, mais est-ce normal ? Pour moi, c'est une question où il faut que ça nous mette en alerte, parce que du coup, ça implique qu'il y a une normalité. Oui. Et en fait, en sexualité, la norme... Oui. Il y a des courants, mais il n'y a pas de norme. Peut-être qu'ils s'inquiètent de dire qu'il y a quelque chose de pathologique en soi, mais enfin qu'il y a une lésion, une blessure, quelque chose. Mais sinon, effectivement, c'est pas. On peut aussi ne pas avoir envie d'avoir une sexualité anale, mais lui, il a l'air d'avoir envie quand même. Ouais. Mais donc alors. Mais Mathéo, il dit que quand c'est bien fait, ça lui fait pas mal. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est ce que tu viens de dire, c'est pour ça que je le mettais là. Oui. C'est que là, il dit depuis une fissure, donc il y a comme un contexte psychologique. Mais lui, il nous raconte que quand c'est bien fait, ça lui fait pas mal. Et donc, je penche pour... Il a pu développer un peu d'anodysparonie au moment de cette fissure, c'est-à-dire qu'il a eu mal, même si elle a cicatrisé, il s'est mis à se contracter un peu, il garde ça, et du coup... Maintenant, c'est plus délicat la sexualité. Il se retrouve équivalent à d'autres gens pour qui c'est d'emblée pas délicat et où ça marche bien que quand c'est bien fait
encore une fois, confère le moment précédent où on avait parlé de l'anodyspareunie, les conseils de bonne pratique et tout ça. Mais après, il faut aller vérifier. Peut-être que c'est que ça n'a pas bien cicatrisé, que ça se réouvre. Il faut quand même qu'il reconsulte. Guillaume, ce n'est pas moi. J'ai un auditeur qui s'appelle Guillaume. J'ai des fissures régulières. Le podcast m'a fait réfléchir. Peut-être que je ne suis pas sujet aux fissures occasionnelles, mais que c'est la même qui est devenue chronique depuis le temps. Guillaume a découvert qu'il existe une opération mentionnée dans le podcast. En fait, mes notes sont très mal faites, donc j'arrive pas à comprendre ce que j'ai voulu lire, ce que j'ai voulu dire. Mais en gros, c'est ça. C'est lui qui a écouté le podcast de Pierre et qui a découvert la chirurgie. Et du coup, il aimerait te demander comment savoir si cette chirurgie, c'est le bon moment pour lui qui a des fissures régulières. De toute façon, il est contraint quand même de consulter en proctologie pour voir. Moi, je peux pas répondre pour lui, ouais. Ouais. Oui, c'est ça. Mais tu peux dire... Si je reçois quelqu'un un peu avec les mêmes plaintes que lui, souvent déjà je vais reprendre parce que souvent je trouve que les pommades, les laxatifs, tout ça, ça n'a pas été bien fait de façon assez scrupuleuse. Ok. On leur a pas bien expliqué aux gens. Enfin, bien tous les jours sans faire d'impasse, etc. Repos anal, sexuel, qu'il y ait aucun épargne pendant 2, 3, peut-être 4 mois. Si c'est un peu chronique, il faut prendre le temps. Et puis si ça suffit pas, ou d'emblée, éventuellement, si l'aspect est très... des fois, l'aspect fait très chronique, on sent bien que ça va pas cicatriser quand on regarde. À ce moment-là, il faut effectivement discuter de la chirurgie. Et là, il y a... Ouais, vas-y. En fait, tu disais dans un épisode précédent que dans une étude menée par toi... Non. Ah. Tu es pionnier, mais tu n'es pas de tout. Je ne suis pas tout. Tu n'es pas tout. Mais dans une étude a montré que 50% des gens qui ont eu une chirurgie anale, quel que soit ce qui a déclenché la cause, merci, 50% qui avaient des pratiques de sodomie n'en ont plus. 1 an après. Sûrement que si on fait 2 ans, parce que effectivement, voilà, parce que il peut y avoir une étroitesse plus ou moins forte, mais un manque de souplesse de l'anus ou des cicatrices qui peuvent être aussi sensibles après une chirurgie. La chirurgie n'est pas magique, tu le disais, mais en plus, elle peut avoir des conséquences sur sa sexualité. Ouais. Mais après ça, souvent, si je dis c'est à 1 an, c'est-à-dire que c'est pas forcément... Des fois, les gens mettent beaucoup de temps avant de réassouplir et reprennent du plaisir plus tard. Mais bon, après, la chirurgie de la fissure, c'est pas forcément la plus... Enfin, c'est juste que c'est bien, du coup, c'est absolument nécessaire, je pense, d'en parler avec la personne qui va opérer si ça n'a pas été évoqué, que c'est dans la sexualité que ça fait mal, etc., qu'il y a une sexualité anale pour peser le pour et le contre. Mais après, effectivement, s'il y a une fissure qui reste ouverte malgré tous les traitements, il faut opérer. Là, il y a 2 opérations. Il y a une opération où on fait une petite entaille sur le muscle pour qu'il se décontracte un petit peu. Donc ça laisse même très peu de cicatrices en fait, parce que c'est très léger, et ça relâche un peu le muscle. Où il y a une autre opération... Attends, il n'a pas compris. Ah, Guillaume n'a pas compris. Oui. Moi, j'ai pas compris. Attends, je comprends pas. Je croyais que la fissure, c'était une blessure, un peu comme si je me coupais et que ça cicatrisait jamais. Oui. Et là, tu me racontes que tu vas faire un geste chirurgical pour me détendre le muscle ? Parce qu'il y a deux techniques qui existent. Il y a des débats tout le temps, laquelle est la mieux. Mais on va dire qu'elles sont globalement équivalentes. Parce que un des phénomènes qui fait que ça cicatrise pas, c'est que le muscle reste contracté. Donc si on le décontracte... Oui, voilà. Donc je suis tendu du cul, ce qui fait que ma peau est tendue. Et ça tire sur la fissure. Ça tire sur la fissure qui ne peut pas se réparer. Voilà. Donc on fait une petite entaille, on décontracte et hop, ça cicatrise. Ça marche très bien. Donc tu rentres à l'intérieur de moi pour me couper un bout de sphincter. Ouais, même c'est sur le versant un peu externe, quoi. Ça se fait à travers la partie de la peau, vraiment à la limite de l'entrée de l'anus. Okay. Deuxième opération, on va comme si on va... Je suis endormi pour la première ? Oui, dans les 2 cas. Ah oui, donc c'est très... C'est la chirurgie, ouais. C'est au bloc. Après, ça peut être endormi ou rachis anesthésique, que le bas du corps. Ça dure pas longtemps, hein. C'est des opérations qui durent une demi-heure, ou peut-être 1 heure, mais enfin, pas plus, plutôt une demi-heure. On reste que la journée à l'hôpital. Ok. Et la deuxième opération, les suites sont un petit peu plus douloureuses parce que là, on crée une nouvelle plaie plus large. En fait, on pèle la fissure et on crée une plaie un peu plus large, mais qui va être bien saine et qui va cicatriser.
Putain, mais j'ai du mal à comprendre parce que j'avais une plaie petite qui n'arrive pas à Oui. cicatriser, tu m'en fais une plus grosse Mais et j'ai toujours le muscle du cul contracté. eh ben, alors oui et non, c'est-à-dire que ça, bon, va dépendre du chirurgien, mais ça va dépendre aussi comment ça se présente. Si c'est le muscle qui est surtout contracté, on peut faire plus la première. Après, quand on fait ce pelage, malgré tout, sûrement qu'on sectionne quand même un tout petit peu des fibres musculaires parce qu'elles sont pas loin en dessous. On fait attention. Et puis, des fois, c'est que ça devient un peu scléreux, c'est plus vascularisé, ça cicatrise plus. Et des fois, il y a des éléments, je te dis, il peut y avoir une boursouflure en dessous des petits, ce qu'on appelle des éléments satellites qui viennent se rajouter autour de la fissure, qui peuvent gêner aussi à la cicatrisation. Donc là, on met tout à plat. Et la plaie, après, c'est une plaie comme on aurait une plaie ailleurs dans le corps. Et les plaies, normalement, elles cicatrisent. Le corps sait faire ça, de cicatriser. Tu sais que tu viens de répondre à un mystère. Ah. Parce que j'avais un pote de pote Ouais. Qui avait une fissure, que j'ai appris ça, je sais plus pourquoi, on s'en fout. Et en fait, moi, dans ma tête, j'ai eu le préjugé de croire que c'était un lien avec les rapports sexuels. Donc je me disais, mais je comprends pas, il est gay. Enfin, après, je me dis, mais non, t'es con, Guillaume, tu peux être hétéro et avoir des pratiques anales. Mais il peut ne pas avoir de pratique anale non plus, avoir une fissure. Mais en fait, rien du tout. C'est banal, la fissure. Et la fissure, pour le coup, à la différence des hémorroïdes, c'est aussi très fréquent chez les enfants. Enfin, très fréquent. En tout cas, ça reste un truc que les enfants peuvent se fissurer sur de la constipation. Donc, des fois, j'étais bête. On traîne ça. Mais grâce à toi, je le suis un peu moins. Une bêtise. Non, mais tu as préjugé. Flo a posé une série de questions auxquelles on a déjà répondu, donc je vais directement à sa dernière question qui dit à long terme, quels sont les risques pour la santé d'une fissure? Est-ce que ces fissures sont les signes d'une éventuelle IST, infection sexuellement transmissible? Non, alors c'est vrai que du coup on n'a même pas vraiment, parce que c'était évident, mais les symptômes d'une fissure déjà c'est douleur et saignement, mais on peut avoir que l'un ou que l'autre, notamment quand on va à la selle ou après lors de la pénétration. Et donc en soi la fissure, si je reprends ça, c'est que ce qui est pénible c'est surtout qu'elle engendre des symptômes, et sinon généralement c'est pas grave. Ça peut des fois comme se surinfecter, c'est-à-dire ça fait comme une petite fistule en dessous, un tout petit abcès, quoi, ça devient un peu purulent. Mais c'est généralement pas bien plus grave, mais là, il n'y a plus que la chirurgie qui va résoudre le problème. Une fois qu'il y a du pus, il faut faire la deuxième technique de chirurgie pour bien nettoyer en même temps. Et après, par contre, c'est-à-dire que on peut on peut se poser la question sur entre une fissure et une ulcération qui serait liée à une IST. Ça peut ressembler, quoi. Donc, on peut avoir un doute et on fait un prélèvement, mais c'est notamment si c'est latéral plutôt que dans l'axe. Si jamais c'est pas bien en raquette, mais un peu irrégulier, arrondi, tout ça, ça peut être une IST. Ça peut ressembler, quoi. D'accord. C'est pour ça qu'il faut aller consulter. Parfait. J'ai l'impression qu'on a fait le tour de la fissure. T'as dit toutes tes bafouilles aussi, sur la fissure. Ouais. Je vérifie. Non, mais c'est bon. On s'est tout dit sur la fissure. Il y avait la dernière question de Flo, qui est à long terme, quels sont les risques pour la santé? J'imagine en fait, si on laisse la fissure. Ouais. C'est ça, de toute façon, en fait, le plus souvent elle fait mal, donc la question se présente pas comme ça, parce qu'on se fait soigner. Après, il y a le risque d'infection éventuelle. Après, ça arrive qu'il y ait des gens qui gardent une fissure mais qui soient pas douloureuses. Donc dans ce cas-là, vraiment, donc c'est des fissures très chroniques, un peu scléreuses. A priori, il n'y a pas trop de risques. Et donc, c'est des fois difficile d'aller leur dire de se faire opérer, parce que là, pour le coup, si on veut régler, il n'y a plus que l'opération, alors qu'ils s'en plaignent pas du tout. Ça existe. Ce qu'on peut juste craindre, c'est que un jour, il y a un cancer et que ça se mette au niveau de la fissure et qu'on ne sache pas le différencier. Donc, on dit comme de garder une surveillance, quoi. Si on a une fissure chronique non douloureuse, qu'on laisse en place, parce qu'elle gêne absolument pas. Ces facteurs de transmission d'IST, tu vois, si jamais je fais un annulingus à un mec qui a une fissure, je vais lécher une plaie. Sûrement un peu plus, oui. C'est pas ouf, non? Oui. Après, de toute façon, même sans la fissure, ces facteurs, mais j'avoue que j'en ai pas de certitude, mais je trouverais ça assez logique d'imaginer que ça augmente le risque de transmission. Ouais, ça c'est vrai. Ok. Merci.
Ah, merci à toi. Prochain épisode, HPV, papillomavirus. Ouais, c'est ça. Épisode précédent, j'avais annoncé un mytho. On va parler des condylomes, des petits choux-fleurs, comment s'en protéger, cette histoire de vaccin, parce que Macron a fait une annonce récemment. Oui, ouais. Rendez-vous au prochain épisode. À tout de suite. Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème. Conseils sur la sodomie pour ne plus avoir mal ou comment bien faire son lavement. Le BDSM, la bisexualité, couple ouvert ou exclusif, le racisme, le polyamour, etc. etc. C'est génial et c'est sur le site du podcast. Tu tapes bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Ah, une dernière chose, ne t'en va pas, si tu aimes mon contenu et que tu veux que ça continue mais tu ne peux pas devenir un des 400 en me soutenant financièrement, tu peux m'aider en quelques clics. Écoute bien, il te suffit de cliquer sur s'abonner ou suivre sur la page du podcast dans ton app d'écoute et de mettre 5 étoiles. Ces petits clics qui te prennent 5 secondes, ça fait vraiment une grosse différence pour le futur du podcast. L'algorithme se met à pousser automatiquement le podcast à plus de gens. Ça me permet alors de trouver les prochains témoignages et des potentiels futurs donateurs, donatrices. Et j'ai pas beaucoup de temps pour arriver à l'équilibre financier. Tant que j'ai pas trouvé 400 personnes qui donnent chaque mois, je dois utiliser mes économies et ça ne va pas pouvoir durer. D'ailleurs, pour devenir un ou une des 400 et faire un don pour que le podcast continue, va sur le site du podcast. C'est toujours le même lien, bit.ly/comment devenir. Merci pour ton aide et à très bientôt dans tes oreilles.